Eh bien, bonjour une nouvelle fois, les amis. Bonjour de Strasbourg, sous le soleil. Pour une prochaine vidéo, toujours sur l'émission, à partir de l'émission de France Culture avec philosophie, qui était consacrée la semaine dernière à l'horizon. Et donc, c'est la seconde vidéo, c'est l'horizon politique, là. Et c'est la seconde vidéo euh, sur ce thème. Donc vous savez que la théorie que je développe essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Elle est en route vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir encore, enfin l'humanité n'en a pas encore pris conscience, dans sa globalité, dans sa totalité, nous construisons le futur paradis, un paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, ça concerne le lointain. C'est une réflexion sur l'horizon, dont on parle avec philosophie, mais c'est l'horizon, on pourrait dire, final, pas final parce qu'il y aura quelque chose sans doute après, mais selon moi l'humanité cherche à atteindre cet état de sérénité, d'amour absolu, de fraternité, donc ce qui engage le fait qu'il faudra qu'il n'y ait plus de frontières, qu'on ait dépassé tous les antagonismes, qu'on ait atteint le degré 100% écologique, plus aucun impact négatif sur les autres espèces, sur nous-mêmes, ni sur les autres espèces, qu'on ait réglé nos problèmes pathologiques. Alors on le fait, hein, tout ce travail-là, il est à l'œuvre. Le développement de la psychologie, on, on voit bien qu'il y a du progrès entre les années 30, les années 40, 50 et aujourd'hui. L'école commence à détecter les enfants qui ont des problèmes familiaux. C'était pas détecté il y a 50 ans en arrière, simplement, par exemple. Bon, on peut mesurer tous les progrès qui sont là. Et ces progrès, eh bien, ils conduisent, selon moi, l'humanité à cette ultime perfection. Alors, il faudra plusieurs centaines d'années, peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles, mais peu importe, l'humanité, elle a le temps. Elle a un rythme d'évolution qui est compliqué, qui est lent, parce qu'il engage une totalité. Il faut que tous les continents puissent se rejoindre, qu'on puisse travailler tous ensemble. Donc on voit bien que ça va prendre du temps, mais ce temps, l'humanité, elle l'a devant elle, donc il n'y a aucun problème. Alors, je pratique comme ça, je lance le podcast, j'écoute et je commente. Et là, eh bien, c'est le deuxième, donc ça a déjà commencé, on y va. Presse, le mot utopie par exemple, qui a été traité avec beaucoup de sérieux par des grands auteurs, Adorno par exemple, mais bien d'autres. On a parlé de Saint-Simon la semaine dernière, au 19e siècle. Il y a toute une pensée de l'utopie qui n'est pas, c'est pas un gros mot, même si Marx et Engels, et surtout Engels, l'aimaient pas beaucoup. Il y a une dimension utopique chez Marx. Et à l'inverse... Bien sûr, et puis l'utopie, c'est pas, non seulement c'est pas un gros mot, mais c'est la plupart des utopies finissent par être réalisées. C'est pas, il y a très peu d'utopies positives qui ne finissent pas réalisées. Évidemment, il y a peut-être des utopies négatives qui prônent que l'humanité atteindrait son extinction, je ne sais pas, des choses comme ça, qui ne le sont pas. Mais dans les utopies positives, eh ben, la plupart du temps, c'est réalisé. Les mots plan et projet peuvent sembler plus concrets,
mais ils sont aussi dévalués, parce qu'on en a fait tellement. Donc, en fait, il y a un piège. Et donc, on a ce mot horizon qu'on fait jouer à la fois comme dans le sens d'utopie, au bon sens du terme, et dans le sens de plan-projet. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est donc l'usage, je trouve, dégradé hein, du terme horizon vers introduire une sorte d'une connotation d'indétermination, d'illimitation, quelque chose d'un peu poétique. Alors que lorsqu'on dit plan, programme, je crois que c'est le terme programme là qui s'impose, ou projet. Bon, le projet lui-même est quelque chose d'un peu plus complexe. Hein. Comme Amen Aguenio l'a montré dans son livre, il y a de la surprise dans le projet. Vous l'avez rappelé dans le livre. Alors quand on dit programme, bon, un programme c'est fait pour être appliqué. Oui. Bon, un plan aussi. Or, Alors, le plan, oui, le programme, dans l'horizon pris dans le sens politique avec le programme, avec l'idée de programme, eh ben, voilà, dans 5 ans, on doit avoir réalisé telle et telle chose. Dans 30 ans, on doit être sorti des énergies fossiles. Bon, bref. Alors, on voit bien que bien souvent, on n'arrive pas à les réaliser, et surtout que c'est du court-termisme. C'est du court terme. C'est-à-dire que les visions politiques, de l'horizon politique, il est très proche. C'est toujours 20 ans, 30 ans, grand maximum. On n'arrive plus à penser à 100 ans, en fait. Et c'est là où ça pose un problème en réalité, parce que s'ils sont capables d'anticiper de 20 ans, ça veut dire que c'est pas plus utopique d'anticiper pour 100 ans, ou pour 200 ans, ou pour 300 ans. Et c'est ce qui manque à la vision de l'humanité actuellement, c'est-à-dire une finalité, un sens. Mais le sens final, il n'y a que le sens final qui donne la finalité de l'humanité. Tant qu'on s'arrête avant, eh ben, on ne peut pas comprendre le sens de l'évolution, parce qu'il y a toujours le progrès, il y a toujours... on a devant nous, on peut imaginer dans 100 ans que les avions, que les voitures seront des sortes d'avions électriques à énergie solaire ou quoi que ce soit, mais on anticipe toujours que pour le projet, que pour le progrès, que la technique. Et la finalité, c'est le corps. C'est le corps humain, c'est la sensation qu'on peut atteindre quand on est dans un paradis, dans un état de paradis, quand l'humanité aura construit son paradis, la finalité, ça sera de pouvoir jubiler de ce paradis, de se promener, d'aller à la rencontre des autres, de s'aimer, de contempler, d'être dans la joie, la danse, une vie de plaisir, une vie de, de paix et de sérénité et de jubilation. Et c'est ça qui peut donner le sens de l'humanité. Quand on s'arrête avant, ça marche. L'horizon vient là introduire quelque chose d'un peu flou, d'un peu indéterminé, mais c'est un mésusage du mot. Bon, vous avez évoqué l'utopie. Là, je relisais récemment un très beau livre de Miguel Bensour qui a consacré une grande partie de sa vie à une réflexion sur l'utopie, sur la conjonction possible entre démocratie et utopie. Il a écrit un très beau petit livre sur l'utopie de Thomas More à Walter Benjamin. Il faudra aussi évoquer Benjamin à côté d'Adorno. Benjamin qui lisait Fourier, qui avait une certaine fascination pour l'utopie, ce qu'on appelle le socialisme utopique. Il y voyait une manière de réinjecter quelque chose d'autre dans la conception déterministe, naïvement progressiste du mouvement ouvrier de son temps. Bon. Alors, naïvement progressiste, non. Progressiste, oui, évidemment que on peut... même s'il pensait que ça pouvait se finir super bien avec le progrès technique, social, etc., ça se terminera bien, sauf que il le voyait plus près. C'est ça qui fait que aujourd'hui on dit mais c'est pas réalisable. On dit c'est une utopie.
c'était de la gaminerie, parce qu'on voit bien que le progrès n'a pas amené. Mais il n'est pas fini, le progrès. C'est parce on s'arrête avant. Si on prolonge dans 200, 300, 400 ans, on comprendra que l'énergie fossile sera dépassée, que la technique aura amené quelque chose de vraiment différent et bien meilleur que ce qu'on vit aujourd'hui. Alors au début, j'étais très touché parce que Abensour évoque Etty Ilsoum, cette jeune juive hollandaise qui est morte à Auschwitz. C'est dans son journal qui est magnifique. Elle parle, alors qu'elle est internée dans un camp, elle parle de l'élargissement possible de l'horizon. Et donc l'idée d'Abensour, c'est que l'utopie introduit un élargissement possible de l'horizon. Mais l'utopie entendue d'une certaine manière. C'est-à-dire, si on pense l'utopie comme un plan qu'il faudrait réaliser, le modèle d'une société parfaite, alors bon, on détruit cette dimension d'horizon de l'utopie. Donc il faudrait essayer de penser autrement l'utopie. Quelque chose qui pourrait, rouvrir l'indétermination de l'avenir, et ce qui est aussi bien l'indétermination de l'action, au sens d'Hannah Arendt, même si Arendt ne parle jamais d'utopie. Donc il faudrait défendre le mot horizon contre sa dégradation politico-médiatique actuelle, oui. Et il faudrait aussi peut-être réinjecter de l'utopie en l'articulant avec l'horizon. Ce n'est pas évident. Merci beaucoup, vous êtes très clair. Et alors, ce qui manque là, c'est l'articuler avec la finalité, parce que l'horizon, ça suffit pas. Ça donne pas le sens, disons. C'est bien au niveau technique dire, ben oui, à terme, à 100 ans par exemple, on arrivera à ne plus utiliser les énergies fossiles, etc., etc. Mais ça ne donne pas le sens de l'humanité. Et je pense que et c'est toute la nouveauté de la mécanique. Vous venez de l'évoquer avec beaucoup de chaleur. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de penser ailleurs dans la vie politique contemporaine, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, peut-être que cet épisode ne tombe pas très mal, compte tenu de l'actualité, où, pour le coup, vous en serez sans doute d'accord, Jean-Philippe Millet, l'idée même de l'avenir, tout simplement, du demain, est extrêmement incertaine, en France comme ailleurs. Est-ce que néanmoins, vous jugez, puisque c'est un de vos concepts, que... Mais ça a toujours été plus ou moins incertain. C'était soit la peste, soit les invasions, soit la guerre, soit... L'avenir, il est malgré tout le temps, il nous pose ce problème de l'incertitude comme ça. Et aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de très incertain, évidemment, parce que l'humanité doit passer un palier, et à chaque palier, on est dans des dangers terribles, on est dans des violences dures. Quand la France a dû se fédérer, ça devait être un moment extrêmement compliqué, etc., etc. Donc, nous devons forger quelque chose comme une idée de l'enfuturation. Je vous cite, c'est un mot que vous employez. Je ne sais pas dans quelle mesure il est redevable à Heidegger, vous nous le direz, peut-être pas. Et est-ce que lorsque vous employez ce terme, vous avez en tête quelque chose comme l'horizon ? Oui. Ce mot, il vient de... Est-ce que vous permettez que juste une remarque? Je permets, bien sûr. Parce que je vais enchaîner sur la question, justement, de cette enfuturation. Le vocabulaire, le terme d'horizon, la rhétorique de l'horizon en politique, en fait, ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler, par exemple, qu'un homme d'État qui s'appelait Jacques Delors avait fondé un club au début des années 60 qui s'appelait Horizon 60 ? Et Jacques Delors était une personnalité importante de la planification à cette époque. Donc il y a de toute façon un lien entre horizon et planification. C'était le temps de l'ardente obligation du plan. Et si quelque chose s'est bien dégradé, parce qu'il y a peut-être plus d'un mode de dégradation que l'horizon, et si quelque chose s'est dégradé, c'est peut-être une certaine, sinon espérance, du moins une crédibilité de la planification, et donc une crédibilité de la capacité de l'action politique à ordonner dans le temps un certain nombre d'actions pour essayer de produire quelques effets attendus. Bien sûr, et on peut voir que là, c'est juste le problème humain, c'est-à-dire que l'homme, il est faillible, il est
il est inclus dans un tissu d'hommes qui n'ont pas tous la même visée, donc c'est compliqué d'avoir un plan que personne va remettre en doute, que tout le monde va suivre, etc., etc. Même s'il part d'une très bonne idée, il suffit qu'un groupe humain prenne le pouvoir pour changer le plan, etc. Et là, c'est qu'une question humaine. Et c'est pour ça que ça, c'est très difficile de gérer ce type de plan, parce que c'est le politique. Et c'est pour ça que voir la finalité, la fin dernière de l'humanité, ça peut résoudre des problèmes, ce type de problème de pensée. Bon, c'est la première remarque. Et de ce point de vue-là, l'épuisement de la signification de ce mot horizon apparaît bien à travers la déclaration d'Édouard Philippe, puisqu'on y trouve une inversion que je trouve extraordinaire entre la stratégie et l'horizon. Horizon est dédié à une stratégie, alors qu'une stratégie suppose un horizon de temps. Donc on a une inversion complète, qui est extraordinaire, Ouais. et qui montre assez le degré, je ne veux pas être désobligeant, mais dans une phase politique qui est celle que nous vivons, le degré de confusion mentale et intellectuelle, de panique intellectuelle où nous nous trouvons en ce moment. Il a bien raison, et il parle d'Édouard Philippe, et il parle de ceux qui vont monter une idée, un parti politique horizon, etc. C'est plus un horizon, c'est un horizon derrière le nez, quoi. Donc, c'est frelater le terme d'horizon. C'est empêcher les gens d'avoir un horizon élargi, justement. Il y a une confusion totale derrière cette chose-là. Et une dégradation de l'idée de Delors, justement, qui avait une vision beaucoup plus ouverte, lointaine. Bon, c'était un autre temps, autre mœurs, mais enfin... Est-ce que vous diriez la même chose du mot vision? Souvent on entend, mais c'est le problème de politique, du personnel politique, c'est qu'il n'y a pas de vision, personne n'a de vision. Est-ce que est-ce que c'est bien de dire ça? C'est juste, ça dit quelque chose? Moi j'ai tendance à penser que quand la déploration de la vision est le fait de ceux qui n'en ont pas. Quand on a une vision, on la propose. Mais le tintamarre sur il n'y a pas de vision, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas d'horizon, fait des caractéristiques de ce que j'aurais envie d'appeler le nihilisme contemporain, parce que pour rejoindre ce que vient de dire Amaïna Guignot et aussi Jacob Rogozinski, je crois effectivement qu'on ne peut pas, pour ma part, penser l'action politique sans la projeter sous un horizon de temps. Mais, et c'est la deuxième remarque pour aller en direction de ce que vous dites sur l'avenir, y a-t-il un avenir? Nous avons bien du mal à le déterminer. J'aurais presque envie de dire tant mieux. Pour l'instant, j'ai l'impression aux États-Unis que M. Trump le détermine un petit peu à sa façon. Et je le trouve un petit peu trop surdéterminé et un peu trop lourdement déterminé, cet avenir pour l'instant. Alors, ce que je voudrais simplement rappeler... Oui, simplement l'humanité, c'est pas Trump qui a raison sur l'humanité. L'humanité, si elle a envie de dégager Trump, elle dégage Trump. Si l'histoire doit dégager tel système, ou l'utiliser, ou le prendre, ou l'amener à son terme, ou à son paroxysme, ou à sa décadence, c'est l'humanité qui a raison, c'est pas Trump. Suggérer déjà, c'est qu'un horizon, c'est un horizon de possibilités. La notion de possibilité est très compliquée à travailler. S'il y a un horizon, on ne peut pas n'importe quoi. Mais s'il y a un horizon, il y a toujours plus d'une possibilité. Mais l'horizon, quand vous l'évoquez, c'est quelque chose qu'on décide ou qu'on ne décide pas? L'horizon, c'est quelque chose qui ne se conçoit pas s'il n'y a pas quelque chose comme un élan qui vient de nous et une projection. Mais nous ne pourrions pas nous projeter si un horizon ne se proposait. Et des horizons se proposent. Quelque chose de subi, quelque chose qui ne vient pas de nous, que l'on voit un peu, et à partir de quoi nous pouvons réfléchir à ce que nous pouvons faire. Oui, quelque chose qui relève et de l'actif et du passif. Parce que la passivité, c'est une notion très intéressante, la passivité. La passivité n'est pas une impuissance, il faut pouvoir être passif. Un vivant qui n'est pas capable de passivité disparaît. Il faut pouvoir, donc, c'est pas tout d'être passif, c'est d'être passible. Pour faire écho à une grande pensée d'Henri Maldinet, c'est être passible. Et si nous sommes passibles, alors nous sommes d'avance élancés vers l'action. Juste un mot, je dis j'ai quelque chose à faire.
D'abord, j'aurais pas quelque chose à faire si d'une manière ou d'une autre quelque chose ne se présentait dont la responsabilité m'incombe. Et dès que j'ai quelque chose à faire, je suis renvoyé de geste en geste à travers aussi des réseaux d'outils. Et un futur, c'est déjà d'avance projeté et prédessiné. Alors, de toute manière, l'horizon, on y va. Quoi, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, qu'on reste passif ou qu'on soit actif, qu'on soit, comment on pourrait dire, fataliste ou qu'on soit l'inverse du fatalisme, donc offensif, créateur, créatif, etc. On le fait, cet horizon, il vient, il sera là, quoi qu'il arrive, dans l'an 2100, on y arrivera. Donc, cette évolution est là. Ce qu'on va y mettre, le niveau de conscience qui va s'élever progressivement tel qu'il s'élèvera avec grosse activité, avec drame, avec destruction ou avec construction, avec la paix ou avec la guerre ou avec... Peu importe, quoi qu'il arrive, 2100 arrivera. Donc il n'y a pas de... Y a pas de... Et alors, qu'est-ce que c'est l'enfuturation? Eh bien, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire... Oui. C'est ça, c'est ça. On peut juste lire il y a ces quelques vers que j'ai trouvés il y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, Pier Paolo Pasolini, Les cendres de Gramsci. On est aussi dans quelque chose, quelque part, donc entre aussi peut-être pas très loin, certainement très près de Marx, peut-être pas très loin d'Ernst Bloch, puisque vous parliez... Et surtout près de l'Italie. De l'utopie, près de l'Italie. Oui, oui, bien sûr, de l'Italie, mais avec une récupération hallucinante de tout contre lequel Gramsci se bagarrait, qui sont en train de récupérer. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est terrible. Aussi. Voici, alors je le donne en français, hein, mais je précise quand même que s'enfuturer, c'est en futura, le temps qui s'enfuture, pardon pour l'italien, je ne suis pas italianisant. La nature vous donne, et la nature, je fais des petites coupures en fonction des vers, vous exprime dans le cœur que vous étourdissez. Et c'est là que le temps qui s'enfuture égal à soi, vous transporte avec lui dans l'obscure monotonie qui renouvelle les vies. Bon, eh bien, cette enfuturation, c'est l'existence même. C'est nous-mêmes en tant que nous existons. Alors pourquoi et le futur qui arrive. Comment dire? Est-ce qu'il y a une part un tout petit peu volontaire dans votre usage du mot enfuturation? On est enfuturé, puisque quoi qu'il arrive, on est dans le futur. On avance vers le futur. Voilà, aujourd'hui, je serai obligé, si Dieu veut, que je vive demain. Je serai obligé de vivre après-demain. Je serai enfuturé vers après, dans une semaine, etc. Donc, le chemin, il est là, quoi. Un peu, ce sera ma question à Maïna Guinaud, il faut que nous soyons dans le projet. Vous parlez même à Maïna Guinaud d'un droit au projet. Donc, est-ce que vous, quand vous employez le mot d'enfuturation, Jean-Philippe Millet, vous entendez un peu une injonction ou c'est juste descriptif? C'est-à-dire, de toute façon, on est dans une enfuturation. C'est descriptif et ça ne l'est pas seulement. C'est à la fois descriptif et prescriptif. C'est là où nous n'existons pas à la fois sans unir en nous un pouvoir, un vouloir et un savoir. Et encore une fois, nous ne sommes ni actifs en tant que sujet de la maîtrise, ni passifs en tant que subissant des événements ou ce qu'on appelle parfois étourdiment des déterminismes, cette explication de ce terme donnant lieu à des usages aussi étourdis que celui d'horizon, encore plus peut-être. Nous sommes d'emblée, nous sommes embarqués. Nous sommes embarqués, mais nous sommes embarqués aussi avec notre responsabilité. Et il nous appartient constamment là peut-être je suis pas très loin de Merleau-Ponty, de reprendre nos possibles, de les ressaisir, et pas très loin de Derrida non plus, de sélectionner nos héritages. Maïna Guinaud, droit au projet. Sélectionner nos héritages. Importance de nous remettre dans des projets. Vous n'êtes pas très loin de ce point de vue-là d'une rhétorique de la vision. Nous manquons de vision, il faudrait une nouvelle vision. Alors après tout ce qui vient d'être dit, comment défendez-vous cet aspect prescriptif sur lequel vous insistez dans votre livre?
Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut, distinguer ce que j'appelle le droit, au projet et toute cette rhétorique, de la vision et du projet d'ailleurs, qui se déploie, dans la société contemporaine. Puisque ce que je montre, c'est que l'inflation, du discours et des pratiques du projet, notamment depuis les années 80 avec le management par projet, les projets politiques, on se souvient, avant Édouard, Philippe d'Emmanuel Macron, avec, C'est notre projet en 2017. Toute cette inflation-là entraîne paradoxalement ce que j'appelle une déprojection, c'est-à-dire une perte de capacité et de désir de se projeter, c'est-à-dire de poursuivre des fins qui sont désirables à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et on va arrêter là pour cette vidéo. Je vais reprendre le début de la parole d'Amanea Guegno dans la prochaine vidéo. Mais parce que je pense que là, voilà où je situe la mécanique universelle. Voilà ce qui m'intéresse, c'est cette jeunesse qui est tournée vers le futur d'une façon positive, qui balaye, qui entend, c'était comme ça, mais bon, je ne vais pas perdre de temps à m'épuiser, à lutter contre. Je dis ce que j'ai à dire sur le projet Macron effectivement qui enlève du projet en réalité, qui enlève l'idée de futur, de vrais futurs, d'horizons intéressants, etc. Et surtout d'autant quand on voit les résultats, comment entre le projet et la réalité, on voit qu'on est en fumée. C'est des projections d'horizon pour amuser la galerie et donc pour détruire en fait la vision de l'horizon, parce qu'on dit, bon, mais c'est juste de l'abus, quoi. Donc on va arrêter là et je vous remercie pour cette écoute. À très bientôt. Merci.